Bonjour, nous allons revenir ensemble sur le sujet de dissertation de culture générale qui a été proposé en 2021 au concours externe de directeur des services pénitentiaires. Ce sujet est le suivant, c'est une citation un peu longue, donc je vais la dicter pour que tout le monde puisse en prendre pleinement connaissance, même si sans doute la connaissez-vous déjà. Ouvrez les guillemets. Chaque génération, virgule, sans doute, virgule, se croit vouée à refaire le monde. Point. La mienne sait pourtant, c'est du verbe savoir, sait pourtant qu'elle ne le refera pas. Point. Mais sa tâche est peut-être plus grande. Point. Elle consiste à empêcher que le monde se défasse. Fermez les guillemets. Albert Camus, Discours de Suède, décembre 1957. Cette phrase vous paraît-elle d'actualité? Point d'interrogation. Voilà donc quel était le sujet proposé. Alors, que peut-on dire de ce sujet? Tout d'abord, c'est une citation. Une citation, ça a deux conséquences. La première, c'est que, bien entendu, même s'il n'y avait pas la question, cette phrase vous paraît-elle d'actualité, c'est bien cela qui est le sujet, la problématique. Êtes-vous d'accord, oui ou non, avec cette citation s'agissant d'aujourd'hui? Dès qu'on a un sujet citation, c'est-à-dire avec une affirmation finalement, même quand on ne nous donne pas le nom de l'auteur, même quand on ne nous demande pas si c'est d'actualité, etc., en fait, la problématique est toujours la même. Voilà cette idée, voilà cette affirmation. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette affirmation pour aujourd'hui? Oui ou non? C'est donc la question qui nous est posée et c'est donc la problématique. Bien entendu. Ça a une conséquence, comme je vous l'ai dit, c'est qu'il est question du monde d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il n'est pas question, ou on n'est pas jugé sur le point de savoir si on connaît Albert Camus, l'œuvre d'Albert Camus, comment ça s'inscrit dans la philosophie ou dans l'œuvre d'Albert Camus, à quoi est-ce qu'il fait référence pour sa propre époque, etc., etc. Tout au plus, on peut appeler Albert Camus l'auteur de La Peste, l'auteur de Sisyphe, ça fait chic. On peut rappeler que ce discours en Suède, c'était lors de la réception de son prix Nobel de littérature en 1957. Ça fait chic, ça montre qu'on n'est pas totalement un barbare, mais pas plus que ça. On n'est pas là pour comparer l'époque d'Albert Camus à la nôtre ou pour remettre en perspective le contexte dans lequel Albert Camus dit ça et pour parler finalement des années 50, de la guerre d'Algérie, de la déstalinisation, etc. Tous les sujets auxquels Albert Camus fait référence, en fait. Mais ça, on n'est pas supposé le savoir. C'est pour vous rassurer que je vous dis ça, plutôt. Voilà. Donc, ça, c'est le cadre général du traitement d'une citation. Que l'on nous ait donné le nom de l'auteur ou pas, que l'on ait mis la citation entre guillemets ou pas, et que l'on ait pris la peine de nous demander à la fin si on était d'accord pour aujourd'hui ou pas. Dans tous les cas, la question c'est, cette phrase-là, aujourd'hui, est-ce qu'elle vous semble applicable? Maintenant, le problème c'est que cette citation, c'est pas simplement une phrase. On nous demande si on est d'accord ou pas, pour le monde d'aujourd'hui, mais d'accord avec quoi? En fait, il y a plusieurs affirmations il y a plusieurs phrases dans cette citation, qui est un peu longue, et donc il faut identifier ce qui mérite d'être discuté. Et cela, ce n'est pas évident. Qu'est-ce qui mérite d'être discuté? Qu'est-ce qui est en cause?
parfois, dans une citation, il y a plusieurs phrases, mais il y a une seule idée, finalement, qui domine. Parfois, dans une citation, il y a une seule phrase, mais il y a deux idées. Quand Churchill nous dit « La démocratie est un très mauvais système, mais je n'en connais pas de meilleur », c'est une phrase. Ben, il y a deux idées. Le fait que la démocratie soit un très mauvais système, qu'elle ait plein de défauts, c'est une idée qui mérite d'être discutée, peut-être. Oui ou non, est-ce qu'on est d'accord avec ça? Que la démocratie a plein de défauts? D'une part. Et puis il y a le deuxième terme de la phrase, mais qui n'en connaît pas de meilleur. C'est-à-dire, finalement, la démocratie demeure malgré tout le meilleur des systèmes, comparé aux autres. Là aussi, c'est quelque chose qui prête à être discuté. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Oui ou non? Voilà. Donc on peut avoir parfois une citation très longue qui véhicule en fait une seule idée, et parfois une citation courte dans laquelle il y a deux idées. Et quand il y a plusieurs idées, eh bien la question c'est de savoir lesquelles finalement méritent d'être discutées, lesquelles méritent de faire l'objet d'un débat intéressant de oui ou non dans la société d'aujourd'hui. C'est un peu comme lorsqu'on recherche une problématique pour une dissertation dans un sujet qui n'est pas un sujet citation. On voit qu'il y a plusieurs grandes questions qui peuvent se poser, et on se demande laquelle finalement est la question des questions, celle qui aujourd'hui mérite vraiment débat. C'est celle qu'on va choisir. Alors là, par exemple, dans la citation d'Albert Camus, je vois trois affirmations entre lesquelles il va peut-être falloir choisir. D'abord, il y a une première affirmation, c'est que chaque génération croit refaire le monde. Est-ce que ça peut être notre sujet principal, ça? Chaque génération croit-elle refaire le monde, oui ou non? Bon. Si on avait ça comme sujet, chaque génération croit qu'elle va refaire le monde. Point. Êtes-vous d'accord avec cette affirmation? Ben on le traiterait. Évidemment, on n'aurait pas le choix. Mais là, il n'y a pas que ça dans la citation. Il y a donc une première question. Chaque génération, est-il vrai que chaque génération se croit vouée à refaire le monde? Oui ou non? Il y a une deuxième chose, c'est une tâche plus grande de protéger le monde que de le refaire. C'est ce que dit Albert Camus. Il dit nous avons une tâche encore plus grande, c'est d'éviter que ce monde ne se défasse. Donc c'est une tâche plus grande de protéger le monde, de préserver le monde, que de le refaire. Êtes-vous d'accord avec ça? Oui ou non? Là aussi, ça pourrait être le sujet de la dissertation, si on n'avait eu que ça. Puis il y a une troisième question qui pourrait être notre génération d'aujourd'hui, donc, est-elle, elle aussi, vouée plutôt à protéger le monde qu'à le refaire? D'accord ou pas d'accord avec ça? Donc finalement, il y a trois affirmations qu'on peut identifier. Laquelle mérite-t-elle le plus d'être discutée? Donc, quand on a plusieurs affirmations dans une citation, soit on dit non mais il y en a une qui me paraît vraiment la plus, qui est l'idée de cœur en fait de la citation. Elle prime sur les autres finalement. C'est elle qui est dit l'essentiel de la pensée de l'auteur, et elle prime sur les autres, et c'est d'elle dont il faut discuter. Ça c'est une première approche. Ou alors parfois, on a parfois par exemple deux affirmations, on va dire ben, je suis d'accord avec l'une, mais pas d'accord avec l'autre. Et donc ça va nous faire finalement une dialectique dans la dissertation. S'il est vrai qu'on peut dire avec Camus que un A, néanmoins, on peut quand même être plus... Il est moins évident d'affirmer que la deuxième affirmation, un B. Voilà. Bon alors là, comment fait-on? Moi, il me semble clairement qu'il y a dans ces trois affirmations qui, en théorie, pourraient discuter, il y en a une qui domine, qui est le sujet principal de la citation de Camus et qui doit être le sujet principal de ce qu'on attend dans cette dissertation, celle qui est la plus problématique, c'est la troisième. C'est-à-dire, notre génération est-elle une de ces générations qui, à l'instar de ce que Camus disait pour la sienne, est vouée à éviter que le monde ne se défasse plutôt qu'à le refaire. Voilà. Est-ce que notre génération est elle aussi dans cette situation que Albert Camus voyait pour la sienne? Oui ou non?
Et ça me semble être la question centrale, plutôt que de se demander si chaque génération croit ou pas qu'elle va refaire le monde, oui ou non, ou que de se demander si c'est une tâche plus grande de préserver le monde que d'en faire un nouveau. Voilà. Je pense que le cœur, c'est la troisième. Donc notre problématique sera celle-là, à l'instar de ce que Albert Camus pouvait dire pour sa propre génération. Est-ce que notre génération est appelée à éviter que le monde ne se défasse plutôt qu'à en construire un nouveau? Point d'interrogation. C'est ça la problématique que je vous propose. Le plan que je vais vous proposer, c'est ensuite un plan typique ISP, qui est l'application de la méthode bien connue, avec thèse, antithèse par rapport à la problématique dans le grand 1, dépassement, accélération, tension plus forte dans le 2A, et perspective, proposition dans le 2B. Voilà. Pour les étudiants de l'ISP, rien de bien surprenant. Donc le grand 1 aura pour titre « L'enjeu de la préservation de notre modèle de société ne signifie pas l'immobilisme. » Grand 1. L'enjeu de la préservation de notre modèle de société ne signifie pas l'immobilisme. Sous-entendu, oui, notre génération, pour elle, il est important de défendre un certain modèle de société, effectivement. Cette idée d'éviter que le monde ne se défasse est peut-être quelque part prioritaire, comme ce qu'Albert Camus pouvait dire en son temps, en 1957. Mais dans le même temps, ça ne signifie pas qu'on ne va rien changer et rien faire. Voilà, donc c'est thèse, antithèse. On est assez d'accord avec lui, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on ne va pas un peu faire du nouveau, quand même. Il exagère peut-être un peu en opposant le fait d'éviter que le monde ne se défasse, ce qui voudrait dire qu'en rien, on ne refait le monde. En fait, éviter que le monde ne se déface, c'est prioritaire sans doute aujourd'hui encore, ça veut peut-être dire aussi quand même changer un certain nombre de choses. Voilà, c'est comme ça qu'on va tempérer la citation de Camus. Entre le 1A et le 1B. 1A, la préservation d'un modèle de société figure sans doute parmi les missions prioritaires de notre génération. 1A, la préservation d'un modèle de société figure sans doute parmi les missions prioritaires de notre génération. Alors, on pourrait, juste d'un point de vue un peu scolaire, on est là pour ça quand même, être un peu surpris, choqué par le fait que je me permette de dire notre génération. Alors que, évidemment, une copie de culture générale, une copie de concours en général, ça doit toujours être sobre, impersonnel, objective, et on n'est pas là pour s'engager personnellement en disant je, bien entendu. Mais là, c'est un peu différent. Camus dit notre génération, c'est comme ça. Et on vous dit, est-ce que c'est encore vrai aujourd'hui pour vous? C'est-à-dire que la question qui nous est posée, c'est pour votre génération aujourd'hui, est-ce que c'est encore vrai? Donc je crois que ce notre génération, c'est pas vous qui vous permettez d'écrire un manifeste ou de prendre parti. C'est simplement répondre à la question, à l'interpellation de Camus. Voilà, c'est pour ça que j'ose mettre notre génération. Si ça vous gêne, on peut mettre la jeunesse actuelle au lieu de notre génération. Voilà. Mais moi, je l'assume. Donc, la préservation d'un modèle de société figure sans doute parmi les missions prioritaires de notre génération. Et là, on va rappeler qu'effectivement, beaucoup des efforts aujourd'hui, sans doute, doivent être consacrés à préserver un certain modèle de société qui n'est pas évident, dont le maintien n'est pas évident. Dans plusieurs domaines. On peut prendre 3 paragraphes dans ce 1A. Bon, on peut en faire que 2. Enfin voilà, moi je suis là pour essayer plutôt de vous donner le maximum dans ce corrigé. Je vous en donne 3. D'abord, un modèle économique et social à préserver.
ce modèle économique et social, c'est un modèle qui est largement issu, qui repose largement sur la recherche à la fois de la performance économique et de la cohésion sociale. C'est un modèle qui est intégré à l'économie de marché internationale, mais qui laisse une part très importante à l'État-providence et aux services publics. Voilà. C'est finalement le modèle économique français qui repose sur notamment une intervention forte de l'État en matière de solidarité, en matière d'éducation, en matière d'égalité des chances. Et ce modèle-là, eh bien, il est, c'est vrai, finalement mis en tension, en défi, depuis la fin des 30 Glorieuses, la fin des années 70, le début des années 80. Il y a cette crise de l'État-providence dont parle Pierre Rosanvallon dans son célèbre ouvrage dès 1981, avec comme notamment symptôme l'augmentation du déficit et de la dette publique. Voilà, sujet éminemment d'actualité. Et pour autant, nous sommes attachés à ce modèle de solidarité, comme en témoigne par exemple la façon dont l'État est intervenu pendant la crise de la Covid à travers le chômage partiel, comme en témoigne par exemple en 2000, il y a un peu plus d'un an, les débats qu'il y avait sur la réforme des retraites avec cette priorité qui est de préserver le système de retraite par répartition issu de 1945. Voilà. Donc il y a quand même cette forte volonté de maintenir un certain modèle économique et social malgré une crise qui dure depuis plusieurs décennies et des difficultés. Autre sujet, la préservation d'un certain modèle de société, c'est simplement la préservation du monde ou de conditions de vie acceptables alors que nous sommes confrontés à la crise écologique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un vrai débat, c'est simplement de continuer à rendre nos villes, nos territoires, notre planète viables, alors que l'environnement est détérioré, qu'il y a des émissions de CO2, le réchauffement climatique, et tous ces sujets, finalement. Juste de continuer à vivre dans un environnement détérioré, c'est déjà un défi. Donc là aussi, on voit bien l'importance, avant d'imaginer un monde nouveau, de permettre de continuer à notre modèle économique et social, d'une part, de perdurer, et à la vie, tout simplement, de vivre, de se poursuivre dans des conditions les plus normales possibles, alors que notre environnement s'est fortement détérioré. Troisième élément, peut-être, de ce monde à préserver, eh bien, c'est notre organisation politique, nos valeurs démocratiques, les valeurs démocratiques, à la fois donc la démocratie politique et la société fondée sur le primat des libertés individuelles et des droits de l'homme, dont on sait qu'aujourd'hui, c'est un modèle qui est parfois mis en cause, attaqué par un certain nombre de forces, y compris à l'intérieur de nos démocraties, notamment de discours extrémistes ou populistes, qui pourraient remettre en cause, finalement, cet ordre politique démocratique. Donc voilà des priorités, des sujets prioritaires pour notre génération, qui consistent plutôt à préserver, à éviter qu'un certain nombre de choses se défassent, plutôt qu'à inventer des choses radicalement nouvelles. C'est vrai. C'est vrai. De ce point de vue-là, on peut être assez d'accord pour notre génération avec ce que Albert Camus disait de la sienne. 1b. Néanmoins, cette adaptation de notre société suppose nécessairement des changements. Néanmoins, cette défense de notre modèle de société suppose néanmoins des changements. Suppose nécessairement des changements. Néanmoins, cette défense de notre modèle de société suppose nécessairement des changements. Voilà. Et là, on n'est pas tellement d'accord avec Camus, parce qu'on dit qu'il va falloir quand même refaire un certain nombre de choses. Peut-être pas refaire complètement le monde, non pas changer complètement de vision du monde, mais pour défendre ce modèle de société, il va falloir
refaire un certain nombre de choses, retisser, reconstruire. C'est la fameuse citation, vous savez, du Guépard, hein, qu'on attribue au baron de Lampedusa, dans le roman et dans le film Le Guépard, qui dit « Il faut que tout change pour que rien ne change ». C'est-à-dire, si on veut que rien ne change, si on veut continuer à avoir notre modèle de société, eh bien, il va falloir changer beaucoup de choses. Voilà. Hein, et c'est bien ça. Alors, peut-être pas refaire le monde, mais en tout cas refaire beaucoup de choses pour continuer à vivre dans ce monde. Et ça, c'est une forte nuance à Camus. On ne contredit pas Camus non plus. Il n'est pas question de refaire le monde, de refaire un autre monde. Mais de dire que simplement pour que ce monde-là continue, il va quand même falloir refaire pas mal de choses. Et on ne peut pas se dire que c'est finalement l'immobilisme. Voilà. Et là, on va reprendre simplement peut-être ce qu'on a évoqué. D'abord, dans le domaine économique et social, eh bien, il va falloir continuer à assurer finalement une certaine forme de compétitivité de l'économie française, tout en assurant la cohésion de la société dans un monde qui est complètement différent, notamment du fait de trois évolutions majeures, de deux évolutions majeures, au-delà de la transition écologique qui s'impose à notre économie et qui amène à la repenser sur le mode du développement durable. Il y a aussi deux autres évolutions. Tout d'abord, la mondialisation, qui fait que nous sommes dans un monde aujourd'hui dominé par un libre-échange mondial, où circulent librement les marchandises, les services et les capitaux. Et donc, penser la cohésion sociale, le rôle de l'État, la compétition, la performance économique dans ce monde-là, ça a complètement rebattu les cartes et changé les règles du jeu. Et c'est un vrai enjeu pour la France de s'adapter à ce monde nouveau, à ce monde économique nouveau. Et puis, troisième mutation, la transition numérique. Notre monde a complètement changé, en particulier à partir des années 90, c'est assez récent, par la révolution numérique, l'explosion notamment des nouvelles technologies, de l'information et de la communication, de l'Internet, des différents réseaux qui ont complètement révolutionné l'économie et la société et qui appellent donc de trouver des manières d'agir nouvelles, complètement nouvelles, pour continuer à organiser la société par rapport aux objectifs qui sont les siens. Voilà. Et que d'ailleurs cet impératif ne s'impose pas seulement dans la sphère économique, mais aussi pour les services publics, avec tout l'enjeu de la e-administration, de la e-démocratie, et même au sein de la société, lorsqu'il est question de culture, d'information ou d'un vivre ensemble à l'heure des réseaux sociaux. Voilà, il y a vraiment une nouvelle culture finalement qui émerge. On pourrait presque parler d'une nouvelle société, d'une société numérique. Voilà. Pour la démocratie, on pourrait en reparler là, j'hésite. Il y a la question effectivement du défi que constitue la crise de la représentation, la crise des élites, la crise de la démocratie. Soit on l'a déjà traité en A, comme un élément qui nécessite de refonder la démocratie, soit on la traite en 1B comme une nouvelle donne. Voilà. En tout cas, voilà l'équilibre du grand 1 entre le 1A. Bien sûr que parmi nos priorités, il y a de préserver ce qu'on a, qui n'est vraiment pas acquis, mais ça supposera quand même d'agir de façon différente, parce que les choses sont différentes. Cette thèse-antithèse, bien souvent, pour des copies, je dirais, très classiques, mais qui ne sont pas forcément au niveau d'un concours A+, on pourrait s'arrêter là. Ça pourrait être le grand 1, grand 2, ce qu'on vient d'appeler 1A, 1B. Les étudiants d'ISP ne seront pas surpris du fait qu'on monte d'un cran, qu'on relègue ça dans le grand 1 et qu'en 2A, on va essayer de montrer que c'est peut-être plus compliqué. Cette citation de Camus, ok, comme sur tous les sujets, on répond de manière un peu basique, thèse, antithèse, à la question directement, à un premier niveau dans le grand 1, mais que peut-être l'affaire est peut-être plus compliquée que ça et qu'il faut peut-être voir au-delà. Ça, on le fait sur tous les sujets. Et là, je vous propose donc un grand 2
qui sera le suivant. Face aux inconnus de l'avenir, il est toujours difficile de prédire la stabilité du monde. Face aux inconnus de l'avenir, il est toujours difficile de prédire la stabilité du monde. 2a. Les décennies à venir seront peut-être porteuses de révolutions et d'un monde à reconstruire. 2a. Les décennies à venir seront peut-être porteuses de révolutions, au pluriel, et d'un monde à reconstruire. Voilà. C'est-à-dire que, en substance, ok, on peut se dire qu'il y a déjà beaucoup à faire pour préserver le monde d'aujourd'hui, même si ça supposera quand même de s'adapter à certains changements. Ça, c'est ce qu'on a vu 1A à 1B. Très bien, on peut se dire ça. Maintenant, qui sait si les décennies à venir ne vont pas nous amener aussi, peut-être de façon surprenante, parce que c'est l'inconnu tout ça, on ne connaît pas l'avenir. Qui sait si il ne va pas falloir aussi repenser complètement le monde. Voilà. On pourrait d'ailleurs faire remarquer que Albert Camus, lorsqu'il s'exprime en 1957, est loin d'imaginer ce qui va se passer. D'abord, au niveau, on connaît le lien d'Albert Camus avec la guerre d'Algérie, l'Algérie. Ben, ce qui se passe, c'est que l'année suivante, il va y avoir quand même un coup d'État à Alger, et le retour du général de Gaulle, et la Ve République. Et 4 ans plus tard, l'indépendance de l'Algérie, avec un monde à reconstruire, en tout cas dans un pays neuf, comme l'Algérie, comme dans tous les pays décolonisés. En 1957, quand Albert Camus écrit, l'Afrique noire francophone n'a pas été décolonisée. Et c'est bien un nouveau monde qui va s'ouvrir, pour partie, notamment dans un monde auquel il était très lié, à partir des années, du début des années 60. Je ne parle même pas de ce qui va arriver 10 ans, 11 ans plus tard, après sa citation, mai 68, où là il y a bien une génération qui dit « nous voulons refaire le monde, nous voulons changer le monde ». Donc peut-être Albert Camus en 57 se disait-il que tout ça c'était terminé. Eh bien, il ne pouvait pas prévoir ce qui allait intervenir dans les quelques années qu'on suivit. Et c'est toujours difficile de prévoir qu'on entre dans une période de stabilité. C'est toujours difficile. Et ça, on peut le rappeler au début du 2A, dans un paragraphe. Rappeler au-delà de l'exemple de Camus, qu'en 1914, lorsque la guerre a éclaté, tout le monde pensait qu'elle ne durait que le temps de l'été, et que la vie reprendrait normalement à l'automne 1914. Or, c'est-à-dire qu'on était loin de se penser qu'il s'agissait d'une guerre qui allait nous faire basculer dans un autre siècle et dans un autre monde complètement. La guerre de 14-18 est vraiment la genèse du XXe siècle et de ses drames. C'était inimaginable. Qui aurait pensé que l'URSS allait s'écrouler, que le mur de Berlin allait tomber, que la guerre froide allait s'arrêter, qui avait structuré le monde pendant un demi-siècle? Qui l'aurait pensé un an ou deux avant? Donc, l'histoire n'est jamais avare de surprises, et la stabilité n'est parfois qu'apparente. L'impensable peut toujours arriver. Donc ça, c'est un premier paragraphe quand même, qui doit nous exister dans le 2A. Et s'agissant effectivement de ce qui attend la jeune génération actuelle, dans les années, les décennies à venir, il y a plusieurs facteurs qui peuvent laisser penser que des changements profonds pour intervenir, obligeant peut-être à reconsidérer ou à reconstruire le monde. D'abord, la question de ce que sera un monde à 9 milliards d'habitants en 2050, les progrès de la démographie mondiale, avec leurs effets économiques, humains, géopolitiques, sur la stabilité de la planète. Qu'en sait-on? Qu'est-ce qui va se passer? Voilà un premier élément de changement très important que cette poussée de la démographie mondiale qui peut avoir des effets aujourd'hui imprévisibles.
On peut aussi s'interroger sur la perspective peut-être de nouvelles crises économiques et financières. Il y a quelques années, il y a un an ou deux, avant que la Covid n'occupe l'actualité, de façon récurrente, s'exprimait un débat sur l'imminence d'une nouvelle crise financière. Plus grave, nous disait-on, que celle de 2008. On sait que les crises financières et économiques peuvent avoir des conséquences majeures à l'échelle de la planète, que l'on songe par exemple à la crise de 1929. Est-on certain qu'une telle crise ne va pas se reproduire, surtout dans un contexte de forte augmentation des dettes publiques et de récession mondiale suite à la Covid? Point d'interrogation. On peut aussi craindre une accélération de la crise environnementale, une accélération des catastrophes liées à l'environnement, avec des conséquences très graves, comme on peut craindre, maintenant on le sait, des crises sanitaires, dont on a vu qu'elles peuvent complètement modifier le mode de fonctionnement des sociétés à l'échelle mondiale. Le philosophe Bruno Latour va même jusqu'à dire que le confinement finalement imposé par la crise de la Covid n'est que le préalable à un grand confinement qui arrivera peut-être du fait des crises environnementales à venir. Quant à Hans Jonas, dans le principe responsabilité, il nous dit que la crise environnementale risque de remettre en cause toute l'organisation de nos sociétés, à commencer par la démocratie elle-même. Est-ce que ces révolutions-là, qui aboutiraient à un autre monde, finalement, à repenser, à reconstruire, est-ce qu'elles ne sont pas imminentes? Qui peut affirmer le contraire? Peut-être à un petit peu plus longue échéance, mais on parle de quelques décennies, on peut observer aujourd'hui les débats, parfois les prévisions, qui sont faites sur les progrès de la science et de la technologie, dans le domaine de la robotique, dans le domaine de l'intelligence artificielle, dans le domaine du transhumanisme, dont on peut se demander si peut-être, d'ici peu, la question de l'homme, de la place de l'homme, de la valeur de l'homme, de la société des hommes, ne va pas être complètement repensée ou reposée dans un cadre nouveau, à repenser là aussi. Personne ne le sait. Et donc, peut-être que nous croyons avoir déjà beaucoup à faire à préserver le monde que nous connaissons, qui est issu globalement de la fin du XXe siècle, mais peut-être que le XXIe siècle nous réserve d'autres surprises dont l'histoire est coutumière, qui nous obligeront à changer de monde, tout simplement. (2b) Ce qui importe, c'est de s'adapter au monde pour défendre nos valeurs. Voilà. Face à la difficulté, finalement, à prévoir ce qui nous attend, reste en 2b valable ce que nous avions déjà dit pour le grand 1. C'est-à-dire, on a des valeurs, on a un modèle de société, et l'idée, c'est de le défendre et de nous adapter à ce qui nous arrivera. Il y a déjà les évolutions que l'on connaît, vues en 1b. Évidemment, vous n'écrivez pas ça dans une copie, hein, mais je vous montre la logique du devoir. Et il y a peut-être des choses radicalement nouvelles, une nouvelle donne qui pourrait arriver par la suite, décrite en 2a. Eh bien, ce qui importe, c'est de s'adapter, d'adapter au monde nos valeurs. Et comme souvent en 2b, on va rappeler finalement de quelles valeurs il s'agit. On a vu quelles étaient les composantes du monde actuel, de notre projet de société, dans ce qui méritait d'être défendu au niveau économique et social, au niveau politique, au niveau écologique. Plus fondamentalement, ce sont les valeurs issues, donc on va le dire en premier paragraphe du 2a, c'est-à-dire les valeurs que nous avons à défendre, au-delà de toutes les péripéties qui peuvent arriver, ce sont les valeurs issues de notre héritage, qui est à la fois l'héritage humaniste de la Renaissance, cette confiance en l'homme, dans la dignité de l'homme, cette valeur donnée à l'homme, et pour se prolonger par l'héritage du siècle des Lumières,
la confiance dans la raison des hommes, dans le progrès, dans l'égalité, la liberté, la démocratie. Finalement, c'est ce corpus de valeurs que notre génération doit défendre, et au-delà, peut-être que la France doit défendre et incarner. Elle doit le faire d'abord chez elle, notamment en poursuivant l'effort d'éducation autour de ces valeurs qui doivent fédérer notre société, tant notre organisation politique et les valeurs de la France sont construites par les idéaux de la Révolution française et de l'esprit des Lumières. Donc l'éducation a un rôle central, et aussi peut-être au sein de la société la lutte contre d'autres tendances finalement qui tendraient à remettre en cause ces valeurs de démocratie, de tolérance, d'égalité, de vivre ensemble, à commencer aussi à côté de la tendance au populisme, au national-populisme, au repli sur soi, à une autre forme de repli sur soi qui est le communautarisme, par exemple. La tentation du repli sur des traditions et non pas du partage entre citoyens égaux au sein d'une nation destinée à vouloir vivre ensemble, selon la phrase d'Ernest Renan. C'est au sein de la société française qu'il faut faire prévaloir ces valeurs, mais aussi, on sait que c'est une des missions d'un pays comme la France, que de défendre ces valeurs à l'échelle internationale, notamment les valeurs de l'état de droit, des droits de l'homme, de la démocratie. C'est cela qu'il va falloir défendre, peut-être dans des conditions plus difficiles qu'avant, dans la mesure où l'Occident, l'Europe, l'Occident ne sont plus aujourd'hui considérés comme les valeurs de l'Occident sont moins regardées comme une norme finalement ou comme un modèle qu'elles ne l'étaient par le passé. Pour autant, des valeurs telles que les droits de l'homme, la démocratie, l'état de droit auxquels nous croyons méritent pour nous d'être défendus, même dans un monde différent, un monde plus multipolaire. Ça ne retire rien à cette mission qu'est la nôtre. Ce que nous aurons à faire aussi, peut-être, c'est d'avoir à affronter de nouvelles contradictions entre différents objectifs auxquels il faudra s'adapter, comme par exemple la contradiction de plus en plus émergente entre le défi environnemental et le risque d'inégalité. On se rend compte à l'échelle de nos sociétés, comme à l'échelle au sein de nos pays, comme à l'échelle internationale, que la transition écologique risque fort d'être vectrice de nouvelles inégalités au sein de nos sociétés et entre les pays ou entre les continents. Et il va falloir donc trouver des façons nouvelles, finalement, de concilier ces différents objectifs, aussi légitimes les uns que les autres, pour faire que le développement durable ne soit pas un facteur de creusement des inégalités. Enfin, troisième élément, peut-être de ce 2B, sur la nécessité de défendre nos valeurs dans un monde nouveau, c'est le fait de bien admettre aussi que tous ces éléments ne se feront pas, toutes ces démarches, toutes ces recherches pour notre génération, ne se feront sans doute pas dans le même cadre que par le passé, puisque au sein de la mondialisation, notre génération, notre société, notre pays aura davantage vocation à agir en tant que composante de l'Europe. La poursuite de l'intégration européenne, la montée en puissance de l'Union européenne sera sans doute une réalité qui modifiera, qui reposera un certain nombre de concepts comme la citoyenneté, la souveraineté, sur lesquels était basé notre monde actuel. Et c'est sans doute au sein de l'Europe, à travers l'Europe, grâce à l'Europe, que nous pourrons défendre ces valeurs dans le monde incertain du XXIe siècle. Voilà. À un moment donné, je pense, dans la conclusion, il serait bien de revenir sur la crise de la Covid et de dire qu'on peut finalement être malgré tout assez optimiste, puisque à l'aune du sujet que l'on vient de traiter, on peut se rendre compte que
face à un événement totalement imprévu, arrivé extrêmement brutalement, d'une ampleur mondiale et inédite, eh bien, notre société a su s'adapter en fonction de ses valeurs. On parlait de la solidarité économique tout à l'heure. Et plus avant même ça, en fonction de la valeur suprême qu'elle donne à la vie humaine, à la protection de la vie humaine. La protection des plus faibles, la protection de la vie a primé notamment sur des impératifs davantage économiques ou matériels. Eh bien ça, ce sont des valeurs. Nous avons montré que face à un imprévu total, face à un changement complet de l'organisation de notre monde, nous avons su faire prévaloir notre modèle. C'est peut-être le principal défi qui va être lancé à notre génération. Voilà un peu ce que je vous propose de suivre comme ligne directrice. Je voudrais faire un commentaire plus personnel maintenant, après avoir traité ce sujet. C'est un sujet qui me semble assez difficile. Il me semble assez difficile. Il fait appel, lorsqu'on parle du monde, d'un monde à refaire, d'un monde à changer, finalement à beaucoup d'aspects, beaucoup de problèmes économiques, écologiques, socio-économiques, géopolitiques, politiques. Tout ça fait quand même un sujet extrêmement large. Bon, voilà. Alors l'avantage par certains côtés, c'est qu'on reste très superficiel, puisqu'on ne fait qu'aborder la mondialisation, la construction européenne, la crise de l'État-providence, la démocratie, etc. Mais quand même, je trouve que c'est un sujet et une citation particulièrement difficile. Sans doute a-t-elle été inspirée au jury par un concept qui a beaucoup fait florès en 2000, au moment du premier confinement, qui était le concept du monde d'après. On se disait beaucoup que qu'est-ce que ce sera le monde d'après? Et de le fil en aiguille, on peut se dire, bah oui, finalement, il va falloir reconstruire le monde derrière. Cette génération souffre, mais elle va reconstruire le monde comme celle de 1945, après la guerre. Mais finalement, non. Camus dit que plutôt que de reconstruire, peut-être qu'il faut déjà préserver ce qu'on a, qui est très menacé, effectivement. Enfin, je pense que voilà le raisonnement un petit peu qui peut amener à ce genre de sujet, qu'on peut tout à fait comprendre. Mais je trouve que d'un point de vue scolaire, cette citation n'est quand même pas facile à manier. Et rappelez-vous donc que dans une citation, quand il y a plusieurs phrases, etc., il faut localiser celle qui vous semble être l'argument le plus matière à une discussion intéressante, avec du pour, avec du contre, avec un véritable enjeu. Voilà. Bon courage.